Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Joseph Kabila obtient gain de cause en RDC. La Cour constitutionnelle autorise le chef de l'État à rester au pouvoir au-delà de son mandat si les élections n'ont pas lieu comme prévu fin 2016. Un scénario contesté par l'opposition dont le principal représentant, Moïse Katumbi, était à nouveau entendu par la justice à Lubumbashi. Ses nombreux partisans, dont certains s'étaient introduits dans le palais de justice, ont été dispersés à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Une nouvelle attaque a fait 3 morts dans le sud-ouest du Burundi où les violences qui durent depuis plus d'1 an ont poussé des centaines de milliers de personnes à fuir le pays. La Tanzanie accueille à elle seule plus de 100 000 Burundais, mais certains d'entre eux se disent victimes d'attaques, y compris dans les camps de réfugiés. Dernière ligne droite, à moins de 3 mois des Jeux Olympiques pour les sportifs ghanéens qui rêvent de décrocher leur ticket pour Rio. Mais pour participer aux qualifications, il faut des moyens financiers et le rêve de ces nageuses ghanéennes risque bien de tomber à l'eau. Vous verrez le reportage de nos correspondants au Ghana. C'est une décision qui était très attendue en RDC où la tension est forte entre le pouvoir et l'opposition. Celle-ci soupçonne depuis des mois Joseph Kabila de chercher à se maintenir à la tête de l'État par tous les moyens. Au-delà de son mandat, ce mercredi, la plus haute juridiction du pays a donné raison à la majorité présidentielle. Les précisions de Thomas Nicolon à Kinshasa. Voilà une décision qui va faire beaucoup de bruit en RDC. Joseph Kabila restera président de la RDC après 2016 si les élections n'ont pas lieu en novembre. Le doute entoure ces élections depuis quelques mois maintenant. On entend ici et là qu'il n'y a pas assez d'argent pour les organiser. Le gouvernement répète qu'il faut enrôler les nouveaux majeurs avant que cette élection puisse avoir lieu. Eh bien voilà une décision qui ne fait pas plaisir à l'opposition, elle qui redoute déjà que Kabila se maintienne au pouvoir au-delà de son deuxième mandat. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est inutile parce que la Cour constitutionnelle n'a pas le pouvoir de modifier la Constitution. Et l'arrêt de la Cour ne sera jamais au-dessus de la Constitution. La Constitution congolaise dispose très clairement que le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois, et que par ailleurs, l'élection du président de la République doit être convoqué, le scrutin du président doit être convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président. Et l'opposant numéro 1 à Joseph Kabila, en tout cas le seul qui se soit déclaré candidat à l'élection présidentielle de cette année, c'est Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga. Il était entendu au palais de justice de Lubumbashi pour la 2e fois de la semaine. Il doit s'expliquer devant un magistrat sur les faits qui lui sont reprochés par le ministère de la Justice, à savoir qu'il aurait recruté d'anciens militaires américains et des mercenaires étrangers dans le but de les faire travailler pour sa sécurité. Aujourd'hui, à Lubumbashi, plusieurs milliers de personnes s'étaient réunies autour du palais de justice afin de soutenir Moïse Katumbi. Eh bien, entre cette décision de la Cour constitutionnelle et la situation à Lubumbashi autour de Moïse Katumbi, voilà un contexte qui continue à se tendre un peu plus de jour en jour en RDC. Et j'ajoute que la défense de Moïse Katumbi s'est renforcée. Le célèbre avocat pénaliste français Éric Dupond-Moretti a rejoint l'équipe. Au Burundi, les violences liées au 3e mandat de Pierre Nkurunziza se poursuivent depuis plus d'1 an maintenant. On l'a appris aujourd'hui, 3 personnes ont été tuées et 2 autres blessées par un groupe armé non identifié dans la nuit de lundi à mardi dans la commune de Burambi, dans le sud-ouest du Burundi. En 1 an, 100 000 personnes ont fui vers la Tanzanie voisine, mais certains réfugiés ne se sentent pas pour autant en sécurité. Regardez le reportage dans le camp de Nyarugusu de Griftapper avec Ben Barnier. Les premiers réfugiés burundais sont arrivés ici il y a 1 an. Certains d'entre eux affirment avoir été attaqués à l'intérieur même du camp. Ils ont ensuite été relogés dans des zones plus protégées, mais ils ne se sentent toujours pas en sécurité. Cette femme a fui le Burundi avec sa famille. Elle affirme que des partisans du gouvernement ont menacé de tuer son mari. Il aurait ensuite été attaqué dans le camp. Mon mari a été poignardé et on l'a emmené à l'hôpital dans notre zone 11. Alors nous sommes allés le voir à l'hôpital. Les policiers sont venus faire une enquête et ils ont interrogé les voisins. L'International Rescue Committee est venu et nous a déménagés. Une autre réfugiée du camp explique qu'elle a été attaquée avec son fils par d'autres réfugiés. Elle a ensuite été transférée vers une zone plus protégée, dite centre de départ. Moi, quand on m'a amenée ici, au centre des violences basées sur le genre, c'était parce que cet homme était venu ivre. Il a pris une machette pour m'égorger et les voisins l'ont désarmé.
Alors, je suis venue. Pourtant, même à l'intérieur du centre, les menaces continuent. Cette femme explique que sa fille a été agressée. Pour ma part, je n'ai pas beaucoup souffert, mais c'est ma fille qui a été violée. Quand je lavais mon enfant, tu vois que quand on lave un enfant, c'est tout le corps. Alors, au moment du bain, à chaque fois que je lui touchais les parties génitales, l'enfant criait et pleurait. Quand j'ai regardé, j'ai remarqué que mon enfant était abîmé et je l'ai amené à l'hôpital. Face aux menaces récurrentes, le Haut-Commissariat aux réfugiés estime avoir besoin de plus de fonds pour assurer la sécurité à l'intérieur des camps. De nouvelles libérations d'enfants en Éthiopie. Après les 19 libérés hier, une dizaine de plus, enlevés le mois dernier par un groupe armé venu du Soudan du Sud, ont été ramenés chez eux, dans leur région d'origine en Éthiopie. Les précisions de Karim Leboura à Addis Abeba. Les négociations se poursuivent pour faire libérer les enfants éthiopiens enlevés au Soudan du Sud. Déjà une trentaine d'enfants ont été libérés et l'Éthiopie insiste sur le fait que ces libérations se sont faites sans combat et sont le résultat de médiations entre des chefs tribaux mandatés par le Soudan du Sud et les ravisseurs de l'ethnie Mourlé. L'Éthiopie a exercé une énorme pression sur le Soudan du Sud en envoyant son armée en territoire sud-soudanais à la poursuite de ces hommes armés qui ont attaqué des villages éthiopiens Nouer le mois dernier et ont fait plus de 200 victimes. Addis Abeba a clairement dit que la force militaire était une option. Le gouvernement éthiopien nous dit maintenant que ces soldats restent pour l'instant sur le territoire du Soudan du Sud et que si l'Éthiopie espère un retour pacifique de tous les enfants éthiopiens enlevés, son armée n'hésitera pas à utiliser la force militaire si nécessaire. Opération antiterroriste d'envergure en Tunisie. 4 gendarmes au moins ont été tués dans le sud du pays lorsqu'un djihadiste a actionné sa ceinture d'explosifs. Un autre assaillant a été abattu. Quelques heures après une autre opération près de la capitale, cette fois à Mnila, 2 djihadistes présumés ont été tués, 16 autres interpellés. Selon la police, le groupe préparait des actions simultanées. Des kalachnikovs, des grenades et des munitions ont été saisis. Ban Ki-moon termine sa visite de 2 jours à Madagascar. Lors d'un discours à l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'ONU s'est dit préoccupé par la généralisation de la pauvreté sur l'île, où l'accès à l'eau est l'un des plus difficiles au monde, a ajouté le patron de l'ONU. Le développement du continent qui passe par les nouvelles technologies, c'est l'objet du 26e Forum économique mondial pour l'Afrique qui vient de s'ouvrir à Kigali. 3 jours de discussion, 1200 participants issus de 70 pays, dont une dizaine de chefs d'État et de gouvernement. Un constat de départ, sans diversification des économies, pas de croissance durable sur le continent. Thijs Broek a assisté au débat. C'est un petit peu une impression d'urgence qui domine ici. Selon les dernières estimations du Fonds monétaire international, la croissance de l'Afrique subsaharienne ne devrait pas dépasser les 3% cette année. C'est son plus bas taux de ces 10 dernières années. En cause notamment la baisse des cours des matières premières, notamment de l'or noir et des minerais. Les pays producteurs sont touchés de plein fouet par cette baisse des cours. Alors le Forum a décidé de mettre l'accent sur cette transition, cette diversification de l'économie. Et dans la droite ligne du Forum économique mondial de Davos de cette année, qui avait axé sur la 4e révolution industrielle, son pendant africain a décidé de mettre l'accent sur cette transition vers une économie numérique. Et les exemples en Afrique sont déjà concrets. Si vous regardez du côté du secteur énergétique, on voit l'émergence de nouvelles solutions dans le solaire, des solutions pour distribuer l'énergie en dehors des réseaux. Et si vous regardez du côté de la santé, des solutions émergent, telles que l'utilisation d'applications sur les smartphones, mais aussi de drones, comme ici au Rwanda. Le pays va lancer un drone qui va distribuer des poches de sang. L'Afrique a déjà pris le train de cette 4e révolution industrielle. Rien qu'un exemple, plus de 40% des Kenyans utilisent régulièrement leur téléphone pour payer leurs achats. Le Rwanda a aussi décidé de miser sur les nouvelles technologies pour assurer son développement. Mais dans ce pays, comme dans le reste de l'Afrique, les défis restent nombreux. L'accès à Internet reste cantonné aux grandes villes et seul un Africain sur 2 a accès à l'électricité. À moins de 3 mois du début des Jeux Olympiques, les athlètes du continent entrent dans la dernière ligne droite en vue d'obtenir leur ticket pour Rio. Mais au Ghana, seuls les sports les plus populaires comme le football sont financés correctement par les pouvoirs publics. Pour les autres, le manque d'argent risque bien de mettre fin prématurément à leurs rêves. Reportage de Katharina Vitozzi et Marc Naftaline à Accra.
Ophelia Swen, 20 ans, est la nageuse la plus rapide du Ghana. C'est une spécialiste du papillon et de la nage libre. Les séances d'entraînement intensif se répètent. Elle doit baisser son temps d'1 seconde pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Ce serait un rêve qui devient réalité. Tout le monde n'a pas la chance d'aller aux JO. Et je veux être la première femme à représenter le Ghana en natation. Mais le rêve olympique d'Ophelia pourrait ne jamais se réaliser. La nageuse tente de récolter des fonds pour participer aux qualifications qui auront lieu en Roumanie dans quelques semaines. Le comité olympique ghanéen ne payera que les billets d'avion. Le reste est à sa charge. Il me faut plus de matériel pour l'entraînement, pour la faire progresser. Des palmes, des pagaies, des combinaisons. La Fédération ghanéenne de natation reconnaît que les subventions sont minimales. Pour emmener toute l'équipe nationale de natation aux derniers Jeux africains l'année dernière, le gouvernement a donné 1 000 €. En comparaison, les footballeurs de l'équipe du Ghana reçoivent chacun 4 000 € par match. Les financements ne sont pas pour nous. Nous sommes un sport qui monte, mais nous ne pouvons pas encore rivaliser avec le foot. Ce sont les sports les plus populaires qui reçoivent la plus grosse part du gâteau de la part du gouvernement. Selon la Fédération de natation, les nageurs doivent actuellement trouver 90% de leur financement. Celles et ceux qui rêvent du bassin olympique de Rio pourraient rester dans les piscines du Ghana. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Reporter, le doc.